Bah, super, on va enchaîner avec une présentation sur JavaScript moderne. Pour ceux qui auraient loupé l'introduction que j'ai faite sur moi-même avant, je m'appelle toujours Jeune Solo. La particularité ici, c'est que je suis une des personnes qui maintient Babel. Si vous connaissez le projet Babel, je pense que on l'utilise tous et on l'aime tous. Ok, bah, la première question c'est pourquoi j'ai envie de faire cette presse. La plupart du temps, quand je vais dans des meet-up, dans des conférences qui ne sont pas forcément JS, et que quelqu'un sur scène mentionne JS, là, souvent la réaction des gens, c'est qu'ils sont dégoûtés, ils pleurent, etc. etc. J'ai envie de vous prouver que c'est pas le cas, et que JS a beaucoup évolué ces dernières années. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'aiment pas JS, qui en ont fait il y a 2-3 ans? Ah. C'était à la main, quoi. Est-ce que c'est déjà familier pour vous, ça, ES 2015 ou alias ES6? Bon, ok, parfait. Je vais aller à travers les bases de ce truc. Donc en fait, ES 2015, c'est une extension du langage JavaScript au niveau de la syntaxe et des fonctionnalités, qui a été fait du coup en 2015. Toutes les fonctionnalités sont détaillées ici. Il y en a plus d'une cinquantaine, je pense. Je vais bien sûr pas traverser toutes les fonctionnalités, je vais vous en présenter les principales. Pour commencer, voilà. Donc, s'il s'appelle, au passage, l'emoji qu'il y a derrière mes slides a absolument rien à voir. Ne vous inquiétez pas. Donc, en fait, les fataro, c'est une méthode d'écrire des fonctions qui est plus courte et syntaxicalement plus jolie, je trouve. Donc en fait, le premier exemple, c'est une fonction qui retourne uniquement 1. Et en fait, juste en dessous, j'ai cette même fonction qui retourne toujours 1 du coup, mais qui est exprimée en termes de fataro. Donc la syntaxe, c'est uniquement une flèche qui ressemble à une fataro du coup. Il y a une différence, c'est que dans une fonction, vous avez accès au 10. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec le 10. Donc 10, c'est une instance un peu magique dans JS. Dans ce genre de fonction, vous n'avez pas accès au 10. Le 10, en fait, c'est le scope parent. Donc vous avez accès au scope parent, en fait. Ça ne crée pas de scope. Vu qu'il n'y a pas de curly braces, ça ne va pas créer de scope, donc ça va hériter automatiquement de celui du parent. Alors, celui-là, c'est intéressant. Quand vous créez une constante en JS, donc on a créé des constantes, à l'inverse des var, qu'est-ce que vous pensez que ça va générer ce code-là? J'ai entendu du feu, mais c'est pas totalement ça. Bon, en fait, effectivement, il va générer une exception, une type error. Donc c'est une exception de type dans JS. La raison est que vous ne pouvez pas réassigner une valeur à une constante. Donc là, j'ai un autre exemple qui est, vous avez une variable, donc avec var. Vous avez un bloc, donc ça peut être une fonction. N'importe quoi avec des parenthèses, ça crée un bloc. Et après, je reconsole log cette même var, donc A. Est-ce que vous pouvez prédire ce résultat? Qu'est-ce que ça va faire? Dans les deux cas, pardon. Bon, je vais écourter. En fait, ça va générer 2 fois false. La raison, c'est qu'une fois que vous avez passé à travers ce bloc-là, la valeur va être réassignée. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez déclarer 2 fois une variable. Du coup, les mecs qui sont derrière le langage se sont dit que c'était quand même un peu pourri. Ils ont voulu le changer. Donc j'ai toujours ma variable ici. Cette fois-ci, au lieu d'utiliser une var, je vais utiliser une let. Et en fait, qu'est-ce que vous pensez que ça va générer, ça? Du coup, effectivement, c'était assez simple. En fait, le let, il va créer une sous-variable à l'intérieur du bloc, quoi. Si vous n'arrivez pas pour vous représenter ça plus simplement, je vous ai donné l'output de Babel. Donc c'est une fois que cette feature-là est compilée.
Ce qu'ils font, c'est assez intelligent, c'est qu'ils recréent une nouvelle variable avec un autre nom en fait, à l'intérieur de ce bloc. Donc voilà comment ça marche. Maintenant les classes. Alors je pense que vous êtes tous habitués au C#, Java, PHP, etc. Tous ces langages-là, ils ont des classes. Donc ils ont pensé qu'en JS, c'était utile de les ramener aussi. Donc le mot-clé, il ne change pas, c'est toujours le même. Vous pouvez créer un constructeur qui prend les arguments. Voici le 10 magique qui va du coup set vos propriétés à l'intérieur même de la classe. Et après, comme une classe classique, vous pouvez créer une instance avec les paramètres que vous avez passés, que vous avez déclarés. Pardon? Effectivement, ouais. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais l'ancienne manière, c'était de jouer avec les prototypes, qui était effectivement pas top. Vous pouvez créer des méthodes aussi, donc pareil, hein. Vous pouvez les appeler, ce qui est pas mal aussi. Alors maintenant, ça diffère un peu des autres langages parce que vous pouvez créer ce qui s'appelle un getter. Donc c'est le mot-clé get. Et en fait, ce code-là, c'est comme ma méthode d'avant, sauf que ce code-là, il va être exécuté quand vous allez accéder à la propriété. C'est une feature. Ça marche comme ça. Pareil, vous pouvez créer d'autres méthodes qui modifient l'instance. Ça, c'est classique. Et pareil avec les setters. Si vous définissez un set espace quelque chose, si vous réassignez du coup, si vous faites une assignation ici, donc equals, true, n'importe quoi, ça va appeler le setter. Vous avez aussi des méthodes statiques, donc avec le mot-clé statique. Donc là, vous pouvez l'appeler, prenez le nom et vous appelez dessus, quoi. Méthode statique. Ça, c'était assez basique. J'imagine que j'espère que je vous ai pas perdu. Maintenant, on va commencer à faire un truc cool, c'est-à-dire le destructuring pour commencer. Donc j'ai un objet qui a deux propriétés, name et foo. En fait, je vais pouvoir extraire mes clés à l'intérieur. Donc là, je crée une variable qui s'appelle name, je crée une variable qui s'appelle foo. Et en fait, elles vont contenir la valeur du coup dans mon objet, quoi. Ça permet d'extraire des valeurs. Je vais vous montrer la version compilée parce que c'est intéressant et que ça vous permet de comprendre. En fait, c'est vraiment pas magique, hein, ça va juste faire un accès sur l'objet pour vous. C'est très simple en fait, ça va juste créer des variables. Vous pouvez faire pareil avec des tableaux aussi. Donc ça, très récemment en PHP, on peut le faire aussi si vous faites du PHP. On peut déstructurer un tableau de la même sorte. Vous pouvez ajouter des valeurs par défaut aussi. Donc c'est uniquement equal votre valeur. Le destructuring s'applique aussi quand vous appelez une fonction, donc vous lui passez un objet. Vous pouvez déclarer en argument que c'est une déstructuration de cet objet et que vous voulez extraire name. Donc name va être disponible dans le scope de votre fonction. Donc ici, si vous passez donc cet exemple-là, ce qui génère, c'est uniquement the n en fait. J'extrais mon nom au moment où j'appelle ma fonction. Et ça, c'est super cool. Et je vais vous montrer pourquoi. Non, pardon. Je vais vous montrer pourquoi après. Donc du coup, ce qui est super intéressant, parce que vous allez voir tout ça, il y aura un exemple concret super cool après. Mais en fait, ce code-là, ce qu'il va faire, donc là, je passe sur autre chose qui est une variante du destructuring, mais qui s'appelle property shorthand. Donc là, ce qu'il va faire, c'est que mon console log, il va loguer un objet avec à l'intérieur une clé qui s'appelle name, et en tant que valeur qui s'appelle then. Enfin, qui a pour valeur then plutôt. Ce que ça veut dire, c'est que vous êtes capable de créer des objets de manière simple, juste en passant des variables, des noms de variables à l'intérieur de curly braces. D'accord? Donc vous pouvez faire exactement pareil. Ça, c'est la continuation de mon exemple avant. Si jamais vous avez une méthode, une fonction, pardon, qui déstructure une variable name, du coup, vous êtes obligé de passer un objet à l'intérieur. Par contre, c'est pas un souci.
parce que vous pouvez utiliser ce propriété shorthand pour passer un objet super facilement, sans avoir à déclarer un nouvel objet. Et super, tout ça pour ça. C'est pas grave, vous avez quand même à lire. Donc ça, je travaille dans une société et je voulais appeler une fonction. Le problème, c'est que cette fonction, elle prenait 3 nuls. Sans regarder l'implémentation du truc, j'en avais aucune idée de ce que ça faisait. Du coup, la solution pour moi, c'est de créer un objet avec des propriétés nommées à l'intérieur qui va vous permettre de passer des valeurs du coup qui ont des noms. Donc c'est beaucoup plus clair. Et en fait, l'implémentation de ce truc, elle est super simple. Du coup, là, j'ai ce que j'aimerais, donc une appel de fonction avec à l'intérieur mon objet. Et donc ici, via le destructuring, je suis capable juste d'extirper les clés que j'ai besoin, et du coup de faire quelque chose avec ces variables-là. Donc je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est beaucoup plus clair. Ben, maintenant, il y a quand même un souci, parce qu'une des raisons de pourquoi on ne l'utilise pas aujourd'hui, tout ça, ou alors peut-être, c'est que pas tous les navigateurs le supportent, et ce que ça veut dire, c'est que vous ne pouvez pas déployer votre application partout, parce qu'ils n'ont pas le support. J'ai la solution. C'est une solution qui a été créée par Babel, qui s'appelle Babel Preset Env, qui est un super plugin de Babel. Donc, ce qu'il fait, c'est que dans sa configuration, vous lui, du coup, vous précisez j'ai envie de ce truc, de preset env, pardon. Et à l'intérieur de cette configuration, vous allez lui spécifier des targets. Ce qu'on appelle des targets, c'est des engines, c'est genre Node, ou enfin Node 4, ou Chrome 30, ou Safari 7. Vous pouvez spécifier des ranges aussi, donc je veux tout ce qui est supérieur à Safari 40. Je veux tout ce qui est inférieur à IE 11, etc. avec ça. Et en fait, ce que ça va faire, une fois que vous allez compiler votre application, il va automatiquement détecter les syntaxes que vous utilisez à l'intérieur et le transpiler en correspondant au target que vous avez défini. Donc typiquement, j'ai un exemple qui est pas super lisible. Voilà, pardon. En fait, ce que j'ai fait, j'ai pris un exemple qui importe dans ma presse et j'ai fait passer le Babel Preset Env et j'ai spécifié ma target IE11 parce que j'ai envie que mon application fonctionne sur IE11. Donc il a détecté, du coup, pardon, c'est coupé. Excellent. Je vous fais profiter de mon tweet alors. Oh, ok, au final, on le voyait. Pardon. C'est pas grave, merci. Du coup, ce que je vous disais, c'est qu'on a effectivement, j'ai spécifié IE11 qui est ma target d'application. Babel Preset Env, du coup, c'est quand même coupé par contre. Babel Preset Env m'a listé tous les plugins qu'il a détectés. Donc, c'est tous les plugins que vous n'avez pas besoin de mettre à la main dans la config. C'est un gain de temps monstrueux. Sachant que si vous le faites à la main, il faut que vous connaissiez le support des syntaxes, VS, les plugins qui existent, VS, les plateformes que vous targetez. Donc c'est super relou et c'est pour ça que ça a été créé. Et donc là, effectivement, avec IE11, bah, il m'a compilé ça, quoi. Ce qui fait que ça fonctionne sous IE11. Pour info, par exemple, React l'utilise aussi. Donc React, ils ont un support de Node 4 et de je sais pas quel browser par contre. Et donc ils ont une config comme ça où ils disent j'ai envie de Node 4 et j'ai envie de, je sais pas, Safari 5, 6, 7. Et du coup, ils bundle ça, ils le mettent dans NPM. Et quand vous installez React, bah, il va être préconfiguré pour tourner sur Node 4, etc. etc.